Salut Wilfried, bienvenue sur Foot d'avant. Alors tout d'abord, comment tu vas depuis la fin de carrière au début des années 2000? Eh ben, écoute, tout va super bien. Bonjour aux téléspectateurs et je leur souhaite la bienvenue sur Foot d'avant. Merci Clément de m'avoir invité. Et bien depuis ma fin de carrière 2002-2003, je me suis posé une question. Est-ce que je continue dans le football ou est-ce que je prouve à moi-même que j'étais capable de réussir dans la vraie vie, entre guillemets. Et puis j'ai pris la deuxième option parce qu'elle avait l'avantage aussi de pouvoir me poser à Cannes et de rester à Cannes parce que j'ai deux enfants. J'avais deux enfants en bas âge, maintenant ils sont grands, et qui nécessitaient peut-être une stabilité parce qu'on sait que lorsque l'on reste dans le football, notamment quand on est entraîneur, même joueur, on a tendance à voyager beaucoup et à déménager souvent. Donc la stabilité de mes enfants et la stabilité de ma famille était primordiale. Donc j'ai opté pour cette deuxième solution. Et donc je me suis lancé avec mon ami d'enfance, Éric Chaumier et Cathy Chaumier pour ne pas les nommer, dans l'ouverture et tenir des restaurants sur Cannes. Voilà. Ok. On en est à voilà, on est dans notre troisième restaurant sur Mandelieu-de-Napoule qui s'appelle Le Boucanier, qui marche excessivement bien. Et puis, j'ai aussi créé depuis maintenant 3 ans, parce que la restauration, il y a 3 ans, j'ai dit stop au niveau du boulot. Il m'appartient toujours, mais j'ai dit stop au niveau du boulot. J'ai laissé mon associé gérer l'histoire. Et moi, j'ai pris une semi-retraite. Et ce qui me permet, moi, aujourd'hui, d'avoir une activité beaucoup plus adéquate à ce que je recherche aujourd'hui. Je suis dans le VTC, j'ai créé une société de VTC. VTC Wilfried Goel, qui est sur Internet, avec lequel j'ai fait mon site. C'est VTCWG. Et donc, c'est un véhicule de transport avec chauffeur. Donc, on est plusieurs, et j'ai plusieurs gars avec moi, qui allons chercher différentes personnalités, connues ou moins connues, ou pas connues du tout, à travers différentes courses, Monaco, Marseille, Nice, Cannes, partout, toute la Côte d'Azur. Quand on vient de l'aéroport et qu'on a besoin d'un chauffeur pour l'emmener à tel hôtel, etc., etc. Voilà. Et Et ça marche très, très le bien. suivi du foot, ça revient un peu sur le tapis un petit peu, non Alors, le suivi du foot, alors c'est pour ça que j'ai pris cette fonction, parce qu'elle me permet d'avoir mes horaires à moi, comme je veux les gérer. Et en parallèle, je suis manager du club de Draguignan, le SC Draguignan, qui est dans le Var, qui est à 45 km d'ici, 50 km d'ici, avec lequel je m'éclate parce que c'est vraiment un groupe de potes avec Jean Cartona, avec Julien Sett, le président, et on s'éclate vraiment. Et c'est vraiment le club amateur en toute sa splendeur, comme je recherchais. Et quand je dis que je suis manager, je suis plus bras droit du président plutôt que manager, c'est réellement, parce que il y a Jean Cartona qui s'occupe de ça très très bien, qui était parmi les grands managers du football français de première et deuxième division il y a encore quelques années, et qui maintenant a pris un peu de recul et a pris, comme moi, l'option amateur. Alors, au cours de cette vidéo, on va parler de ton expérience en Chine. Tu as été Oui, l'un des premiers joueurs français à évoluer là-bas. Alors, à l'époque, tu étais à la SCAN, c'était lors de la saison 2000-2001. Avant de oui. partir en Chine, est-ce que tu avais envisagé la possibilité de jouer un jour à l'étranger? Alors, j'avais effectivement soulevé cette option. Après, ça ne s'était pas présenté en fin de carrière. Elle s'était présentée en milieu de carrière quand j'étais encore à Valenciennes, où effectivement il y avait le FC Bruges qui avait donné une option pour que je signe là-bas. Mais comme j'étais relativement jeune, j'avais préféré rester dans le championnat français. Et donc, en fin de carrière, quand j'étais à la SCAN, Christophe Josse, qui était à l'époque sur Canal+, qui était le journaliste, qui m'a signalé le fait qu'un club chinois, le FC Changchun, pour ne pas le nommer, cherchait un attaquant de mon profil, fin de carrière et de Ligue 1 et numéro 9. Et donc, je me suis présenté avec mon agent et le deuxième agent chinois,
avec lequel j'ai eu quelques soucis par la suite. Mais ça, on le verra peut-être un peu plus tard. Et puis, j'ai fait un essai. J'ai fait un essai de 10 jours. Ils ont été charmés, apparemment. Et puis, j'ai signé 1 an avec un très bon salaire. Très, très bon salaire. Et donc, alors, on va resituer un Changchun, c'est près de Vladivostok en Russie. Comment sont passés tes premiers jours là-bas, l'acclimatation, comment c'était? Déjà, quand j'étais allé pour faire ce stage, enfin ce mini-stage, enfin cette approche du club, je l'avais demandé parce que je ne voulais pas signer dans n'importe où et dans n'importe comment. Et Mhm. donc, effectivement, j'ai vu que les structures étaient extraordinaires, sauf qu'à Changchun, c'est-à-dire à 800 km au nord de Pékin, à la frontière, effectivement, pas loin de Vladivostok, il fait très, très froid l'hiver, -40, et relativement chaud l'été, +35 l'été. Donc, c'est un climat typiquement continental, mais qui malheureusement, cette ville, qui avait quand même 5 millions d'habitants, mais qui pour eux est un village, il n'y avait pas d'école internationale. Et étant donné que mes enfants étaient en bas âge, c'était un petit peu compliqué de les faire venir, mon épouse aussi. Donc, on a préféré les mois où j'étais en Chine qu'il reste domicilié en France et que j'aille tout seul en Chine. Voilà. Après, j'ai été super bien accueilli. Les structures, les infrastructures, c'était extraordinaire. Ils avaient quand même un centre de formation. C'est les prémices de la formation parce que la Chine, quand j'y suis allé, était professionnelle depuis seulement 20 ans. Il y avait un centre de formation où il y avait 500 enfants. Ok. Il y avait des résidences qui, sur 6-7 étages qui étaient remplies de chambres. C'était mais absolument effarant, affolant. Et ils n'avaient absolument pas le droit de sortir de l'enceinte, même pas pour aller acheter quoi que ce soit. Seuls les adultes professionnels qui, eux aussi, les Chinois avec qui je jouais, étaient dans l'enceinte du centre de formation. Ils avaient une résidence à part et ils étaient tout le temps logés à l'année là-bas et ils avaient droit, eux, à une sortie dominicale de 3 heures le dimanche soir à partir de 16-17 heures pour recevoir la famille pendant 3 heures. Et après, retour le dimanche soir au bercail et ils étaient cloîtrés et ils ne pouvaient pas sortir. Et justement, toi, c'était quoi tes conditions d'accueil? Où est-ce que tu vivais? Comment ça se passait pour toi? Alors, nous, par contre, effectivement, les étrangers, on avait effectivement signé pour loger à l'extérieur de ce domaine, qui était un très beau domaine, mais nous, on n'a pas l'habitude de faire ça et moi, j'ai besoin de vivre. Sinon, je ne peux pas jouer. Et donc, on avait effectivement le président qui était propriétaire de quasiment la moitié de la ville. Voilà, tous les hôtels, voilà, tous les hôtels de luxe étaient à lui. Donc, il nous avait donné la possibilité de loger au dernier étage de son hôtel très luxueux de Changchun, Shangri-La, pour ne pas le nommer. On avait des appartements individuels de dernier étage. C'était, voilà, on était grand luxe. Donc, pour ça, on était au top. Mais on avait quand même une annotation des grooms du bas qui notait toutes nos allées-venues, les horaires à laquelle on sortait, les horaires à laquelle on rentrait. Donc, c'était assez compliqué de gérer ça parce que moi, j'aime bien le soir aller manger au restaurant et puis rentrer à l'heure que je voulais, sans dépasser des heures excessivement tordues. Mais on a un train de vie à l'européenne. Voilà, on rentre, il est 10h30, 11h, il n'y a pas de souci, on se couche à 11h30, minuit et tout va bien. Et là-bas, c'était noté. Et j'avais eu une belle remarque d'abord d'ailleurs du coach, comme quoi je devais rentrer le soir avant 10 heures. Et je lui ai dit, bah, écoutez, si je rentre avant 10 heures, bah, moi je rentre à 10 heures, mais ça, je rentre en France. Donc laissez-moi vivre ma vie, sinon vous comptez plus sur moi. Et il a accepté. Et du coup, au niveau de la communication avec le coach ou les coéquipiers, comment ça se passait? Est-ce qu'ils parlaient anglais? Comment ça se déroulait? Alors, c'était un petit peu problématique, effectivement, parce que contrairement à ce que je voulais penser quand je suis allé en Chine, j'espérais qu'ils parlaient tous l'anglais. Mm. Mais c'est malheureusement pas le cas du tout. Aucun ne parle l'anglais.
en tout cas en l'occurrence sur Changchun. On parle un peu plus l'anglais sur Beijing, enfin sur Pékin, pardon, mais sur Changchun, non, très peu. Donc ils ont fait appel à un traducteur anglais-chinois. Donc il me parlait en anglais, je lui parlais en anglais, lui il traduisait en chinois. Mais comme c'était un Chinois qui voulait très très bien faire son travail et qui me suivait partout, à un moment donné, j'en ai eu un petit peu marre. J'en ai un petit peu ras-le-bol parce que moi, j'aime bien être tranquille, faire ce que je veux, hein, comme je suis un petit peu un rebelle. Et donc, je lui ai bien fait comprendre que, à un moment donné, j'avais plus besoin de lui parce que j'avais appris entre-temps quelques mots chinois. Et puis, avec un brin de malice et de bon sens, on arrive à se faire comprendre n'importe où. Et Voilà. du coup, quand tu t'entraînais, le traducteur est-ce qu'il était là? Enfin, pour les séances Ouais. d'entraînement, faut comprendre très vite comment ça se passait. Il était Est-ce- là. Il était là sur le banc de touche et il me traduisait dès qu'il y avait Hmm. quoi que ce soit. Après, c'est vrai que c'était nous, les Français, enfin, parce qu'on était deux Français, j'étais avec David Mazoncini, qui était l'ancien de l'OM, du Havre, de Martigues Et de Bastia et de aussi, non? Bastia. Et de Bastia. Avec, avec humilité, hein, je parle, hein, bien évidemment, mais on n'avait pas besoin de recevoir de leçons tactiques de qui que ce soit. Parce que Hmm. justement, à un moment donné, c'est là où je peux rebondir sur mon petite anecdote. À un moment donné, tactiquement, pendant le championnat, notre équipe était vraiment pas au point et David et moi, on avait bien vu qu'il y avait des raccords à faire et des petits changements à faire qui n'étaient pas énormes, mais il suffisait de le comprendre et de l'appliquer. Et je m'étais permis, moi, d'aller voir l'entraîneur chinois de mon équipe, qui était connu parce que c'était l'ancien Aimé Jacquet français, mais lui, pour le cas chinois, c'était l'entraîneur national. Et je vais le voir et je lui dis j'ai tous mes diplômes d'état d'entraîneur que j'ai eu en France, et avec ma carrière, avec mon expérience, je peux vous aider tactiquement. Je pense je peux vous aider tactiquement. Je crois que j'ai pris un râteau comme jamais j'ai pris. Il m'a juste regardé. Il m'a dit, toi, tu es joueur, tu restes joueur. Basta. Et avec un petit sourire en coin. Et il me dit, moi, je suis entraîneur, je sais ce que je fais. Moi, je dis, bon, allez là, d'accord, j'ai compris. Et c'est vrai qu'en Chine, biaiser un petit peu les niveaux, c'est pas très mal accepté. Et justement, quel était le niveau de la première division chinoise à l'époque? Oh, bah, disons que ça valait Changshu, nous, et puis Shanghai. On avait, donc c'était le premier et le deuxième, on avait un niveau de milieu de tableau, fin de tableau L1 française. Hmm. Voilà. Donc, bon, il n'y avait pas de grosses équipes. Les grosses équipes, c'était Shanghai. La grosse équipe, c'était Shanghai, qui, elle, avait une très bonne équipe. Après, effectivement, il y avait quelques équipes qui étaient vraiment très moyennes, qui étaient plus du niveau de la L2, voire National 1. Mais voilà, les premiers éléments équivalaient à un milieu de tableau, bas de tableau, Ligue 1. Hmm. Et c'était quoi l'engouement dans les stades là-bas? Tu étais l'un des premiers joueurs français à arriver là-bas. Ouais. C'était quoi la différence avec les stades de Ligue 1 ou de Ligue 2 que tu connaissais à Ah l'époque? ben, les stades là-bas étaient relativement vétustes, mais ils étaient immenses. Parce que c'est vrai que sous l'ère Mao Tse-tung, il y avait souvent des. Alors, je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec ces stades, mais enfin, tout était grandiose. Et toutes les constructions de stades, tous les stades pouvaient contenir 80 à 100 000 personnes. C'est incroyable. Et donc, on jouait devant beaucoup de monde. Je me suis vu jouer très souvent devant 40 000, 60 000 spectateurs, quasiment tous les week-ends. Et, et je rigole parce que l'avantage, c'est que ces spectateurs-là, comme ils ne connaissent pas trop le football, on pouvait faire un match catastrophique. On pouvait faire des trucs, mais qui n'étaient pas du tout dans le dictionnaire du football français. Et ben, ils nous applaudissaient quand même. On était tout le temps applaudis, on était tout le temps sur les halls des spectateurs. Et ça, c'était génial, quoi. Donc ça, on n'avait aucune pression. On jouait vraiment en toute déconstruction. Et c'est comme ça qu'on a fait effectivement de très, très bons matchs, nous, les Européens. C'est Voilà. lié à leur culture, c'est lié à Ah, quoi en fait?
Je pense que c'est plus dû au manque de connaissance du football. Hmm. Et parce que les gens là-bas, pour eux, c'était un spectacle. Donc, ils venaient en famille. Et puis, il y avait peut-être que sur les 3 ou 4 personnes ou 15 personnes qui venaient, 2 qui connaissaient un petit peu le football. Et les autres ne connaissaient pas. Ils venaient voir un spectacle. Hmm. Donc, quelque part, ils ne connaissaient pas. Donc, quand ils nous voyaient attaquer près des buts, on pouvait se trébucher tout seul, nous applaudissaient parce qu'on était près des buts. Voilà, Hmm. c'était un petit peu ce style-là, quoi. Et, mais c'était super agréable. Et c'est vrai que les Chinois étaient top. On était accueillis extraordinairement bien, sachant que là où on était, à Changchun, très, très peu d'étrangers habitaient là-bas. Et donc, les 2 blonds, parce que David Mazancini était blond à cheveux longs, barbichette noire avec la boucle d'oreille, il n'y en avait pas 50 en Chine. Hein. Donc, quand on se baladait en ville, effectivement, on était très reconnus. Et on était aussi avec un grand pote black sénégalais qui faisait 1,96 m. Donc, les 2 petits blonds, cheveux longs, bronzés, barbichette, boucle d'oreille, avec le grand black, bon, on nous voyait, on nous reconnaissait de loin. Et justement, est-ce que les gens allaient vers vous pour vous demander des autographes, des photos? Comment ça se passait à l'époque? Alors, ce n'était pas les autographes, parce que les autographes, alors il y en avait de temps en temps, bien sûr, hein, parce qu'ils découpaient les photos dans les journaux où nous étions et on pouvait les signer. Mais c'était plus des photos, plus nous saluer, plus nous dire bonjour, nous sourier. Et c'est vrai que en fait, ils nous regardent et ils nous fixent et ils ne bougent plus. Hmm. Et je me suis vu, moi, très souvent dans différents marchés dans Changchun, des marchés outside, des marchés extérieurs, pardon, où moi, j'adorais aller tout seul. Et je me baladais tout seul à travers ces marchés où il y avait plein de marchands ambulants, de tout. Hein. Il y avait des paysans, il y avait de tout. Et à chaque fois, j'étais regardé, mais comme des yeux. Alors, ils nous souriaient, mais c'était génial. Il y avait une atmosphère vraiment très, 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 très gentille. Et pour la petite anecdote, quand j'étais dans un marché chinois à cette découvert, j'ai vu un petit bonhomme qui était gentil comme tout, qui avait toujours le sourire et qui vendait des patates. Et je le voyais souvent, mais je n'avais pas l'impression que ça fonctionnait beaucoup. Et un jour, 2e ou 3e fois que je le voyais sur ce marché, je lui ai dit ça marche avec mes quelques signes, avec mes quelques mots en chinois. Et je le voyais, il disait moyen, moyen. Et là, je me suis mis à sa place. Je lui ai dit écoute, arrête. Je me suis assis sur le petit tabouret et je me suis mis à vendre des patates à sa place sur le marché. Il y avait, je ne te mens pas, Clément, il y avait 50, 60 personnes autour de nous et ils étaient tous morts de rire. Et là, je crois qu'on a fusillé son chiffre d'affaires du jour, on l'a flingué, il a vendu presque toutes ses patates. Et voilà. Et c'est moi qui mettais les patates dans les sacs et je dis prenez, prenez, c'est pas cher, venez. Et lui, il encaissait, mais extraordinaire. C'est des moments que j'ai vécu que je ne pourrais pas revivre parce que malheureusement, ces petits paysans, quand j'y suis retourné quelques années après en Chine, ils avaient malheureusement disparu. Voilà. Et du coup, c'était quoi l'image du joueur français en Chine à l'époque Eh ben, il était quand même bien perçu. Alors, il n'y avait pas que le footballeur français, le footballeur était bien perçu, mais il y avait aussi beaucoup des footballeurs des pays de l'Est, des Hmm. Yougoslaves, beaucoup de Yougoslaves notamment. Même au niveau des entraîneurs, il y avait quand même beaucoup d'entraîneurs yougoslaves et des Brésiliens. Ils aimaient vraiment le Brésil. Alors effectivement, quand effectivement on est en français, qu'on vient d'être champion du monde en 98, on est un bon footballeur automatiquement pour eux. Et pour les Brésiliens, c'est pareil, parce que tout garçon qui joue au foot et qui vient du Brésil, pour eux, eh ben, c'est un dieu, quel que soit le niveau. Donc c'est pour ça qu'ils aimaient bien les Brésiliens, les Français, quelques pays de l'Est, parce que c'est vrai que les pays de l'Est sont techniques, donc apporter leur touche technique. Mais on avait le français est très bien vu là-bas. Du coup, ça, Ils appellent ça, ça. ça, ça a compté, je te coupe, excuse-moi, ça a compté le fait que la France gagne la Coupe du Monde 98. On t'en parlait beaucoup là-bas en Chine de ça, quoi, non? Ah, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, en Chine, ils connaissent deux choses. Ils connaissent une chose dans le football. Ils connaissent Zinedine Zidane, évidemment. Et ils connaissent 2 villes, Paris et Cannes. Parce que Cannes pour le festival et Paris parce que Paris, c'est les French lovers, comme ils disent. Voilà. C'est l'amour. Pour eux, Paris, c'est l'amour. Voilà. Et justement, c'était quoi tes relations avec les dirigeants de Changchun? Est-ce que c'était l'amour, justement, ou c'était comment ça se passait, justement, avec toi?
Ça se passait bien et le président était quelqu'un de très spécial. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quelqu'un qui était puissant puisqu'il était très riche. Il avait quasiment la moitié de la ville à lui tout seul. Et donc d'ailleurs, pour l'anecdote aussi, tous les mois, j'allais chercher mon salaire dans son bureau. Il avait un bureau bien spécifique dans l'académie de Changchun. Et il avait toujours une voiture différente à chaque fois. Alors, il avait toutes les dernières grosses Mercedes, les gros 4x4, les Lexus, bref, et 4 grands Golgoth comme garde du corps autour de lui avec costard noir, cravate noire, lunettes noires aux clés. Enfin, c'était les 4, voilà, c'était comme dans un film de Bruce Lee, pareil. Et tous les mois, j'allais chercher en début de mois mon salaire du mois passé. Et j'étais reçu dans son bureau. Lui était au bureau. Les 4 Golgoth de 2 de chaque côté. Et il venait à moi et il ouvrait son coffre qui faisait 2 mètres sur 2 sur 1 mètre de profondeur. Il ouvrait les 2 grandes portes. Et j'avais mon petit tas de billets de $100 en liquide. Il le mettait sur le bureau. Pour ne pas le cacher, c'était aux alentours d'une 30 000 $ mensuels. Et il fallait que je compte billet par billet la somme exacte qu'il me devait chaque mois. Et je devais compter billet par billet. Ça me prenait à peu près 30 minutes pour compter billet par billet les 30 000 $ qu'il me devait tous les mois. Voilà. Et une fois que j'avais dit, OK, il y a le compte, il me disait, vous pouvez y aller. Je prenais ma liasse de billets. C'était toujours après les entraînements. Donc, je mettais ça dans le slip de mon short. Et je prenais un taxi qui m'emmenait à mon appartement. Voilà comment ça se déroulait. Et je dirais qu'il était difficilement accessible parce qu'il ne voulait pas faire l'effort de parler anglais, chinois. Non. Il disait quelques mots, il nous rigolait, il nous respectait. Par contre, on était très respectés. J'ai jamais eu un retard dans mon salaire. Toujours nickel, il ne manquait jamais un billet. Et très, très cordial, toujours le sourire. Mais il ne franchissait pas le pas de nous parler vraiment en tant que pote, comme le pouvait le faire Bernard Tapie avec ses joueurs. Par exemple, c'était pas possible. Non, ça, il y avait une distance. Si vous voulez, en Chine, ils respectent énormément les valeurs et comment je dirais, Les hiérarchies, non? La hiérarchie, pardon, merci, je cherchais le terme. Ils respectent énormément la hiérarchie. Donc pour eux, alors, un joueur, comme on était étranger, on avait le droit d'accéder dans son bureau, d'échanger un petit peu, quelques mots, mais c'est tout. Mais par contre, on était tous considérés et on était reçus cordialement. Voilà. Est-ce que justement, je pense pour l'équipe dans laquelle tu jouais, tu avais un gros salaire, je pense l'un des meilleurs salaires de l'équipe. Enfin, Oui. Ah, oui. Est-ce que du coup, ça pouvait créer des jalousies au sein du vestiaire avec tes coéquipiers chinois Alors, on n'en a jamais parlé, mais j'ai su combien touchait un Chinois, un très très bon Chinois en Ligue 1 à l'époque, enfin en Ligue 1, à leur Ligue 1. Alors, je vais vous dire, il touchait 10 fois moins que je ne touchais. Il gagnait 3 000 $. Et c'était énorme pour eux. C'était énorme. Pour eux, c'était un salaire mais démentiel. Et c'était le meilleur salaire. Sinon, c'était aux alentours de 1500, 2000 $. Voilà. Et du coup, ça a créé des jalousies le fait que tu aies un gros Non, salaire dans l'équipe ou non? Comment c'était absolument, perçu? absolument pas. Il y avait, alors, on n'a jamais eu de jalousie, mais je me pose la question si on a parlé de salaire. D'ailleurs, je ne crois qu'on n'a jamais parlé de salaire. Je ne savais même pas s'ils étaient au courant de mon salaire. À la rigueur, je ne préférais pas parce que c'était, je dirais, presque indécent. Et d'ailleurs, quand nous, en tant que Français, on partait manger un morceau à droite, à gauche, on faisait attention à ce qu'on sortait, parce que en plus, on était payé toujours en liquide, à ce qu'on sortait, parce qu'on avait quand même cette décence. À l'époque, le salaire moyen d'un Chinois était de entre 400 et 600 euros. 600 $, pardon. 400 et 600 $. Ce qui est vraiment pas beaucoup. C'est le salaire moyen. Et apparemment, ils vivaient très bien. Ils mangeaient tous à leur faim. Et à Changchun, justement, c'était comment le niveau de vie par rapport à Pékin Alors, c'était une ville je dis bien qui était, parce que quelques années après, j'ai vu qu'il y avait un changement énorme. C'était une ville très agricole.
C'était vraiment beaucoup de chants. C'était comme moi, j'aime la Chine. Voilà, c'était une ville faite de petits bidonvilles, de petits machins. Et moi, j'adorais ça. Il y avait vraiment que le centre-ville qui était avec quelques buildings. Et encore, il n'y avait pas beaucoup. Mais ça commençait, quand j'y suis allé jouer, ça commençait à construire aux alentours des buildings qui montaient, qui montaient. C'était le président là, qui était en train de monter des trucs, mais affolants. Et 4 ans après, quand j'y suis allé pour retourner, parce que j'avais encore de l'argent là-bas, parce que j'avais eu un petit problème avec un agent chinois, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on en parlera peut-être. Mais je suis retourné 4 ans après, je n'ai pas reconnu la ville. Il y avait des buildings de partout. Parce que là-bas, ça se monte à une vitesse, c'est monstrueux. Ils travaillent nuit et jour. Il n'y a pas d'arrêt. J'ai vu des buildings monter en l'espace de 6 mois. Nous, on mettrait 5 ans à le faire. Eux, ils l'ont fait en 6 mois. Ils travaillent matin, midi et soir et ils sont des centaines et des centaines et des centaines et des centaines à travailler matin, midi, soir, nuit. La nuit, c'est à chaque fois que nous, quand on sortait un peu, on rentrait, il était 11h, minuit, minuit et demi, 2h, de temps en temps. Mais tout était allumé avec des projecteurs et ça fonctionnait toujours, ça travaillait tout le temps. On voit les camions, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Voilà, la différence, elle est là. Et ils gagnaient Justement, 400 balles par mois. ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé justement avec l'agent tu disais que tu avais un souci. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? L'agent, ouais, bon, l'agent, il faut savoir que là-bas, c'est assez compliqué. Et l'agent qui pensait m'avoir fait venir, alors que j'ai discuté moi-même de mon contrat, je suis venu seul en Chine, je ne l'ai jamais vu. Et comme c'était l'agent de Changchun, pour elle, il était anormal que je signe tout seul dans ce club. Donc, elle m'a réclamé 10% de mon salaire, ou 10%, je ne sais plus ça, ce qu'elle m'avait réclamé. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez à voir? Je dis, vous m'avez juste donné un coup de téléphone quand j'étais en France pour dire qu'effectivement, ce club-là voulait bien un joueur de ce type que j'étais, mais après, je ne vous ai plus vu. Et effectivement, je ne l'avais pas vu. Même à la sortie de l'avion, j'ai dû me débrouiller tout seul pour aller au stade avec l'anglais et le chinois qui ne parlait pas, pour aller au club, pour aller au stade, pour trouver mon appartement. Et j'ai discuté avec mon interprète uniquement. Mais l'agent, jamais. Et elle m'a réclamé à la fin au bout de 5 mois, 6 mois au sein du club, elle m'a réclamé une somme de fou. Et je lui ai dit, mais il est hors de question que je vous donne ça. Et elle m'a bloqué mes comptes. Mes comptes ont été bloqués. J'étais à la Banque de Chine, Bank of China, et mes comptes ont été bloqués. La somme exacte qu'elle réclamait a été bloquée sur ce compte. Ils ont le droit de faire ça vis-à-vis de l'étranger, ce qui est complètement anormal. Donc là a commencé à débuter une mascarade avec. Je suis allé dans le parquet chinois. J'ai été jugé. Enfin bref, j'ai été défendu par une femme qui avait des lunettes qui étaient scotchées sur un coin. Enfin bon, que le club m'avait bien voulu me fournir, mais elle savait pas aller aligner 2 mots. Ça a été une mascarade. Donc, du coup, j'ai fait exéquaturer mon procès et je l'ai fait en France. Et puis, j'ai donné la moitié de ce que je devais à cette dame. Voilà, tout simplement. Mais elle a quand même eu et obtenu la moitié de ce que je lui devais. Voilà. Et du coup, ton aventure chinoise, c'est terminé. Tu m'en avais parlé lors de l'interview que tu avais accordée à Foot d'avant il y a 4 ans, à la suite d'une grosse mascarade justement sportive, Ah des oui, tricheries. Est-ce que tu peux ouais. raconter comment ça s'était déroulé? Ça a été un truc de fou. Disons que mon club était second, mais était talonné de près par trois autres clubs, dont 2 qui étaient à égalité de points, mais on avait un goal average très supérieur à eux. Et il s'avère que dans les 4 derniers matchs, on a eu de la part de nos poursuivants des scores qui étaient mais abracadabrantesques, du style 14-1, il y a eu un 15-0 et il y a eu des 13-0 et on a su qu'effectivement les équipes que nous poursuivaient avaient acheté et avaient trafiqué ces matchs. Donc pour notre dernier match qui nous était à l'extérieur, il a fallu, parce que là, ils se sont rapprochés excessivement près de nous au niveau du goal average, à cause de ces matchs truqués.
Et notre président a cru bon de faire la même chose pour notre dernier match pour assurer notre deuxième place au championnat et a truqué le match et a acheté l'équipe d'en face. C'était une mascarade. C'était une véritable mascarade. Et je voyais les joueurs en face qui ne jouaient pas. Et ça fait bizarre. Hein. Ils n'ont pas joué et il y a même eu un semblant de blessure 20 minutes avant la fin du match. Et cette blessure a duré pendant 15-20 minutes. Il y a eu 20 minutes d'arrêt de jeu. Et je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était pour savoir quel score avaient les autres équipes qui nous poursuivaient pour que nous, dans les 20 dernières minutes, on puisse marquer le nombre de buts exact pour qu'on reste second. Ah, mais un truc de fou. Un truc de fou. Et malheureusement, et j'en suis le premier désolé parce que les instances chinoises se sont aperçues de ces 3 ou 4 équipes qui ont triché et ont relégué ces 3 ou 4 équipes, dont la mienne. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'avais signé un deuxième contrat quelques semaines auparavant pour reconduire d'une année mon contrat au sein de cette équipe, puisque j'avais apporté ce qui convenait. J'avais fini meilleur buteur avec 25 buts dans ce championnat. Et j'avais doublé mon salaire pour l'année d'après. Et du coup, étant donné qu'on a été relégué, mon contrat a été déchiré et mis à la poubelle parce qu'ils n'ont pas eu le droit de recruter des étrangers et ont été relégués à une place de l'amateur 3 ou 4 divisions en dessous. Voilà. Donc, merci. Dans ces derniers matchs, j'ai tout perdu. Non seulement la crédibilité de l'équipe, la crédibilité du club et mon contrat pour l'année d'après. Donc, voilà. Du coup, tu es reparti en France et après, tu me disais aussi, tu as une expérience très courte à Portsmouth, mais ça n'a pas été concluant. Non. Oui. Je suis revenu effectivement comme le championnat en Chine est décalé et commence en février pour finir en octobre. Je suis revenu en novembre, donc octobre-novembre en France. Et j'ai fait un essai au mois de janvier à Portsmouth. Cet essai a été relativement concluant et j'étais content de moi. Mais moi, j'ai vu dans l'état où était le club, les terrains, l'équipe, qui était parmi les dernières. Par contre, il y avait Prosinecki qui était pas mal, qui était quand même un grand joueur. Mais j'étais dans une équipe qui était dans les bas-fonds du classement, avec une ambiance catastrophique et un temps mais pourri. Je suis resté finalement presque un mois à me tâter pour signer. Et je me suis entraîné avec eux. Et puis à la fin, j'ai dit non, je rentre en France parce que c'est pour rester 6 mois avec l'entraîneur qui se faisait insulter par quelques joueurs et le président qui était prêt à jeter l'éponge sur la gueule de l'entraîneur aussi. Enfin bref, c'était un véritable chantier. Donc j'ai dit, bon allez, si c'est pour finir sur une note pareille, si j'arrête, je préfère finir sur une note chinoise et rentrer à la maison et retrouver mes enfants. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu suis toujours l'actualité du foot chinois, l'évolution avec l'arrivée de plein de grands joueurs Non, franchement, non. Non, j'ai pas suivi. Alors, j'ai suivi, juste après mon retour, l'évolution de Changchun et qui a eu un peu de mal à revenir au plus haut niveau. Mais j'ai pas suivi le football chinois parce que fallait que je fasse un break. Ça faisait 18 ans de professionnalisme. À un moment donné, on a envie de faire un break. Et puis, à partir du moment où on a un restaurant, je peux vous assurer qu'on est bien pris dans ce métier. Et les heures, on n'arrive pas à les compter, on ne les compte plus. Donc, j'avais plus trop l'état d'esprit à regarder de ce qui se passait en Chine et de m'impliquer à 100% dans le football. Voilà. Ok. Et ben l'interview se termine. Merci beaucoup, Wilfried, pour cette super interview. C'est très passionnant. Je t'en prie, Clément. Ouais, j'espère que ça a fait découvrir un peu il y a un autre aspect du football, l'aspect du football étranger en Chine notamment. Et j'étais très, très content d'être reçu par tes soins. Et puis, si tu as encore d'autres interviews sur le football, j'ai encore plein d'anecdotes. Voilà. Donc, Ce sera avec grand plaisir, en tout cas, Wilfried. Génial. À bientôt et puis plein de Merci réussite Clément. pour la suite à Cannes. À bientôt, merci Wilfried. Merci beaucoup. À bientôt Clément, à bientôt à tous. Ciao, ciao.